la première analyse, si on se focus sur un indicateur financier, ça va être le chiffre d'affaires. C'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, sur ce que tu rachètes, faut être sûr que ton prescripteur ne part pas à la retraite dans un an. Dans un an, Voilà, dans 6 mois. C'est compliqué. Tu fais très, très attention aux médicaments chers. Au-dessus de 1930 €, tu gagnes 0. C'est ça. Voilà, pour faire simple. En dessous, tu gagnes pas grand-chose. Ton chiffre, il fait un plus 15, plus 20, alors que c'est que des produits chers, ta renta, elle ne suit pas et ta marge va s'effondrer. Aujourd'hui, en moyenne, marge brute, on est sur du 28-30. Oui, voilà. Sur certains, un peu marge plus. commerciale. Ouais. Voilà, Sur certains, 6-7 fois plus. le BE. Donc déjà, si tu bacs ça, plus le chiffre d'affaires, on commence bien. Souvent, tu fais une petite moyenne des 3. Donc déjà, tu vérifies, est-ce que, tout bête, est-ce que j'ai assez de pharmaciens ? Les fameuses limites dont on parlait tout à l'heure, d'1,3 million, voilà, en fonction du chiffre d'affaires. Tu sais, tout à l'heure, tu as fait le lapsus en me parlant de clients. Mais moi, j'ai l'habitude de leur dire, arrêtez de croire que la personne qui rentre chez vous, 1 minute avant, elle n'était pas chez Sephora, la boulangerie, où tout le monde les matraques de market. De market, de pub, donc, de trucs. Pourquoi est-ce que nous, parce qu'on est dans la santé, on n'aurait pas... c'est même pas le droit, c'est qu'en fait, ils sont habitués à ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Finance et Santé. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier parce que je reçois une consoeur. Donc, vive la confraternité. Et aujourd'hui, on va parler d'indicateurs financiers. L'objectif de cet épisode, c'est de vous donner l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de choisir la pharmacie et de réussir votre acquisition. Donc, Mathéa, bonjour. Bonjour, Rabat. Je te remercie déjà d'être là. Merci à toi. Tu viens de la région parisienne, donc ça fait plaisir que tu sois là aujourd'hui. Je suis venue juste pour le soleil. Bon, ça va, je ne le prends pas pour moi. Écoute, déjà, je suis honoré de recevoir une consoeur parce que je le vois rarement dans des épisodes, dans des podcasts comme ça. Donc déjà, Mathéa, d'où tu viens? Quel est ton parcours? Alors, d'où je viens, tu le disais, région parisienne. D'où je viens, je suis une fille d'expert comptable. Okay. Et donc, du coup, j'ai chopé le virus. Et je suis partie... Le bon virus. Oui, le bon virus. Je suis tombée du bon côté de la force, tu vois. Et donc, du coup, et mon frère aussi l'a chopé. Et tous les deux, on reprend le cabinet de nos parents. Okay. Donc, qui est installé en région parisienne, qui fête ses 46 ans cette année. Oh, belle histoire. Ouais, belle histoire, belle histoire, longue histoire. Un peu de pression, un peu de challenge, mais voilà. Et voilà, et on est... Vous êtes combien de collaborateurs là chez... On a dépassé la cinquantaine. 50, ok. Ouais, on a dépassé la cinquantaine. Et on reprend ça petit à petit, doucement, avec les challenges qui vont avec. Ouais, j'ai écouté l'épisode qui est sorti récemment. C'est avec Alexis, Alexis, donc j'ai suivi un peu le parcours. Mais du coup, alors moi j'avais une question. Ça commence. On en avait discuté un peu en off, mais j'avais regardé un peu, parce que je t'ai connu sur LinkedIn, et j'avais regardé un peu ton CV un peu sur LinkedIn. J'ai vu un master en ingénierie financière, un master en marketing, le diplôme d'expertise comptable. Je me suis dit, oh, t'en as oublié un. Je sais qu'il y a 3 diplômes. J'ai marqué triple diplôme. Il y a un autre master en droit. En droit. Voilà. Ouais. Donc je me suis dit, mais comment tu fais tout ça? Et pourquoi surtout? Alors, comment je pense que c'est beaucoup parce que déjà, je faisais mon stage chez mon père, donc j'ai pu l'étaler dans le temps pour avoir le temps de faire mes différents cursus. Pourquoi? C'est la vraie question. Alors pourquoi en droit déjà, c'est que le droit j'ai commencé en première année, en parallèle de la compta, parce que j'adorais le droit, que j'ai eu un peu de mal à choisir et que je pense que c'est une bonne chose d'avoir un bon bagage en droit dans notre métier. Les autres, c'est parce que en fait j'avais envie. J'adore les études, vraiment. J'adore les études et j'avais envie de ce petites choses en plus à chaque fois. Donc le master d'ingénierie, c'est parce que je me suis découvert une bonne passion pour la finance. Je suis tombée dans un master d'ingénierie financière d'entreprise. Donc il y a quand même un lien. Je suis pas partie sur la finance de marché. Parce que ça me passionne pas du tout. Et le master de market, c'était le dernier. C'était ma petite touche de rébellion. Voilà. J'adore la com.
Alors la vraie histoire, c'est que en pharmacie, j'ai lancé un groupement de pharmacie, un réseau, en 2010, ça date un peu. Et quand j'ai commencé à le lancer, tu parles avec les directions marketing des labos qui te parlent de DN, de trade marketing, de plan trade, de com. Même si tu as la fibre parce que tu aimes ça, et à un moment, il te manque un bagage. Oui. Et donc, je suis partie en master de market. Je suis partie en master de market en apprentissage de moi-même. C'est-à-dire que j'ai pris mon salarié en maître de stage pour qu'il valide la convention, mais c'était pour lancer en parallèle le réseau. Et je suis partie là-dedans, donc un master de market et communication des entreprises. Ok, mais alors, alors là maintenant je comprends parce qu'en fait, tout est lié. Enfin, c'est un peu lié, parce que bon, nous on fait de la compta, mais on fait pas que de la compta. D'ailleurs, on appelle ça du droit comptable. Ouais, voilà, parce qu'on fait beaucoup de droit. Le droit, c'est un peu la colonne vertébrale de tout. Et après, ingénierie financière. C'est juste, tu pousses un peu plus. Voilà. Et le market par passion, pour compléter. Oui, voilà, pour compléter, parce que dans le domaine, comme tu le sais, le cabinet, on est spécialisé en pharma, c'est le moment où ça se structurait. Il n'y avait pas encore de vrai réseau structuré, donc il fallait apporter cette touche-là de market, de merch, de réflexion sur la stratégie qu'il y a dans toutes les autres professions qui n'étaient pas encore sur la profession des pharmaciens. Et parce que même pour nous, en fait, tu t'en rends compte, toi, tu es créateur de contenu, tu adores ça, tu t'en rends compte qu'on a besoin de rajeunir un peu l'image, on a besoin de dynamiser l'image, dynamiter l'image même. Et du coup, moi, j'aime les études, donc plutôt que de me lancer sans rien, je me suis dit, allez, je me fais un master. Allez, on finit avec ça. Je t'avoue que le 3e entretien pour le master, ils m'ont fait, mais je comprends pas, qu'est-ce que vous faites encore là? C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi faire? Mais ça va, je comprends. Tu vois, il y a une logique. Il faut la chercher un peu, mais il y a une logique. Je comprends mieux le cheminement. C'est vrai, tu as dit un truc important que j'avais oublié de préciser. Justement, aujourd'hui, tu reprends le cabinet que ton père a créé, mais la particularité, c'est que c'est un cabinet qui fait 95%, j'ai vu. Alors, même un peu plus, parce que je vais donner les stats, et on est à 97%. Voilà, 97% de pharma. C'est ça, de clients pharmaciens. Cabinet spécialisé en pharmacie. Voilà, donc écoute Mathéa, merci déjà pour nous avoir expliqué un peu le cheminement de ce parcours en 3 masters, plus le DEC. Oui, parce que je l'ai aussi quand même. Voilà, il ne faut pas, donc au final, je ne sais pas, ça fait combien de masters mais ça ne s'additionne pas, il paraît. Ok. C'est bon. Market, ingénierie, droit, DSCG, ça fait 4. Allez, voilà. C'est bon. Ok, alors, pourquoi j'ai essayé de te faire venir, déjà merci, mais... J'ai vu ce que tu faisais sur LinkedIn et je trouve ça très bien parce que on travaille sur une niche que je trouve n'est pas assez mise en avant. Non, et pourtant ils le méritent. Voilà, qui sont les professionnels de santé de façon générale et les pharmaciens en particulier pour toi. Mais du coup, quand je suis tombé sur une de tes premières vidéos, on a rapidement échangé, etc. On a casé cet épisode et ça s'est fait naturellement. Donc, je te remercie d'être là. Et là, aujourd'hui, en fait, je voulais donner un cheminement, c'est-à-dire que je vais me mettre à la place d'un ou d'une jeune pharmacienne. Enfin, jeune ou moins jeune, on ne parle pas d'âge. Primo-accédant. Primo-accédant, voilà, c'est le bon terme. Merci de me corriger. Voilà, qui souhaiterait acquérir sa première officine. Donc, en tant qu'expert comptable, vraiment, j'aimerais qu'on se focus sur les indicateurs financiers à regarder, à checker, à vérifier. Donc voilà, je suis Rabat, je viens vers toi, je veux que tu m'accompagnes. Je commence par quoi? Bon, ok, supposons que j'ai déjà trouvé la cible, une cible de pharmacie. Tu as trouvé une cible. Déjà, voilà, une cible, voilà. Elles sont rares et c'est peut-être pas la cible, mais tu en as trouvé une. Allez, on y va. Donc, par quoi je commence, où je commence, pour être sûr que je suis tombé au bon endroit. Et que c'est sur celle-là. Ou alors, être sûr que c'est pas celle-là, sur celle-là qu'il faut aller. C'est ça. Donc déjà, j'y vais pas. Déjà, tu as déjà bien avancé parce que tu as déjà repéré une cible. C'est-à-dire que tu es passé, soit tu es passé en direct, ça devient très rare, soit tu es passé par des transactionnaires. Et donc, tu as récupéré des infos sur ta pharma. Et tu fais la deuxième étape, alors souvent c'est même un peu avant, et je pense qu'elle est fondamentale, c'est de contacter un expert comptable et un expert comptable spécialisé. On est nombreux à être spécialisés en profession de santé
ou en pharmacie. Je pense qu'aujourd'hui, tu as besoin d'une connaissance de ce métier-là pour que la personne t'accompagne au mieux. Donc, tu as récupéré les infos. Déjà, je t'accueille avec grand plaisir. Je tiens à préciser parce que j'ai bossé avec des transacts, effectivement. C'est un peu comme les candidatures. Tu reçois ton dossier. C'est ça, tu reçois un dossier avec quelques infos, dans les grandes lignes, à peu près, le chiffre d'affaires. C'est ça. Ouais. Donc déjà, tu as passé l'étape où tu as récupéré les infos primordiales et maintenant, il faut les analyser. Pour les analyser, je pense que la première sur laquelle on va s'arrêter, c'est le chiffre d'affaires. Okay. Tout de suite. Alors déjà avant tout ça, on a parlé ensemble de ton projet et le projet c'est assez large. C'est dans quelle région tu veux t'installer, est-ce que tu veux t'installer seul, pas seul, mais bon, mettons que ça on l'a déjà. T'as ta cible, ça correspond. L'endroit, le lieu, tout ça joue. La taille, quelle est ton expérience, vers quoi tu es capable d'aller, vers quoi tu as envie d'aller, parce qu'aujourd'hui les typologies de pharmacie elles sont nombreuses. Le budget. Sachant que tu as beaucoup d'aide aujourd'hui pour compléter le budget, mais avant je pense que tu as aussi ta façon que tu as envie d'exploiter ta pharmacie. Parce qu'une pharmacie, ça peut être une pharma très médicaments, ça peut être une pharma très para, ça peut être une pharma de centre co, ça peut être une pharmacie rurale, ça peut être une pharmacie de proximité. Donc déjà, il faut que ça corresponde à ça. Mais la première analyse, si on se focus sur un indicateur financier, ça va être le chiffre d'affaires. C'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, sur ce que tu rachètes, c'est très fluctuant. Ça a beaucoup bougé sur les dernières années. Donc déjà, tu vas pas te contenter d'obtenir le chiffre d'affaires du compte de résultat. Tu vas avoir demandé, ou le transactionnaire va t'avoir fourni des analyses de top produits, la répartition. Alors, on va commencer par la répartition du chiffre par taux de TVA. C'est l'indicateur basique nécessaire pour que tu connaisses la typologie de ta pharma. Il n'y a pas de règle. Sachant qu'il y a 2,1, 5, 10 et 20. Ouais. Il y a le 0 qui est les tests qui étaient les tests antigéniques qui a tendance à disparaître, donc on va l'oublier. Mais sur ces 4 taux de TVA, en fait, ça te donne déjà une idée de la typologie de la pharma. Donc tu vas bien sûr étudier l'évolution de chacun de ces secteurs-là et tu vas vérifier l'évolution globale de ton chiffre. Est-ce que c'est constant? Est-ce que c'est en perte, en augmentation? Rien n'est un red flag, en fait. Tant que tu peux l'expliquer. Tant qu'il y a une explication. Voilà, tant qu'il y a une explication, rien n'est un red flag a priori. Mais donc, ton chiffre d'affaires, tu vas vérifier sa constance, son évolution. Tu vérifies, moi je suis très attachée à ça, son indépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu rachètes un chiffre d'affaires, il faut vérifier qu'il n'est pas fait sur un site internet, qu'il est fait au comptoir, parce que maintenant les pharmas ont le droit d'avoir leur site internet. Quand c'est un site internet médicaments, c'est assez facile de le récupérer. Quand c'est un site internet para, c'est très très volatile. Donc tu fais très attention, tu ne le valorises pas de la même façon. D'ailleurs, une petite précision, parce que tu dis quelque chose d'important. Effectivement, tu peux acheter, tu as des sites qui sont un peu comme des marketplaces. Ouais, des marketplaces. Moi, je me rappelle, mon fils, il a 6 ans maintenant, mais quand il était tout petit, j'avais besoin des sérums physiologiques, là. Petite transgression, mais j'avais besoin des sérums physiologiques, mais les gros, les 10 millilitres. Et à chaque pharmacie que j'allais, c'était les petits, les 5 millilitres. Et pour les moucher, c'était une galère. Donc, j'avais besoin de 10 millilitres. J'ai fait le tour de toutes les pharmacies de mon quartier, je ne trouvais pas. Je suis parti sur Pharma, je sais pas quoi, là, t'en as plusieurs de marques. J'ai commandé mon livret sur la pharmacie qui est au Vélodrome, à l'époque quand j'habitais à Marseille. Du coup, je suis parti chercher. Donc oui, effectivement, t'as des pharmacies qui sont sur les marketplaces. Voilà. Alors, quand c'est comme ça anecdotique, c'est pas grave. Oui. Par contre, là où ça devient dangereux, c'est quand tu as une grosse partie de ton chiffre qui est liée au site, parce que ta clientèle sur le site, elle est pas attachée à ta pharma. Elle n'est pas aussi attachée à ta pharma, donc tu valorises pas de la même façon. Pareil, c'est pas un red flag, il faut le savoir. Par contre, ce qui peut être plus gênant, quand tu as des ventes en gros. Et ça, tu n'as pas le droit normalement en pharmacie. Tu dois vendre au détail, au comptoir. Donc, tu as des ventes en gros. Et ça, pour le voir, en fait, il faut que tu demandes des top produits. Donc, tu demandes les top 50, les top 100 si tu veux vraiment, mais de sortie en volume ou en chiffre d'affaires. Alors, c'est très, très rare, mais ça existe. Donc, il ne faut pas te faire avoir sur ça.
Tu regardes le top prescripteur. Ouais, ça c'est Parce que très important. ça, c'est fondamental. Quand tu as des pharmacies qui sont orientées médicaments, faut être sûr que ton prescripteur il part pas à la retraite dans un an. Dans un an, Voilà, dans 6 mois. c'est compliqué. Et puis quel type de prescripteur aussi, parce que tu peux avoir des prescripteurs un peu plus éloignés, par exemple, qui vont t'envoyer des préparations magistrales, c'est-à-dire les préparations que le pharmacien fait, ou des types de produits. Si tu te rends compte que c'est la femme, le beau-frère, le cousin, oui, la famille, quoi, le proche. S'il se réinstalle, même s'il est en dehors de la zone de concurrence, ça sera tu pas, sais que ouais. c'est pas toi qui le récupère. Ouais, c'est pas toi, Donc tu as ça. Parce que tu as le pharmacien qui a un membre de sa famille qui est médecin, donc ça. logiquement il les envoie en disant voilà, vous les aurez, ils sont disponibles, ils stockent. Il va envoyer c'est ça. tu sais, on prévoit des zones de non-concurrence dans les actes, tu le sais très bien parce que t'en as fait, mais bon, tu vas pas prévoir la France entière. Non, tu peux pas. C'est pas possible, donc t'es limité, et bizarrement il va se réinstaller pile en dehors de la zone, mais accessible par les patients, tu vois. Donc non, mais ça tu fais un peu attention. Tu fais attention aussi aux collectivités, parce que les collectivités c'est des contrats à intuitu personnel, souvent les maisons de retraite, et puis c'est des contrats qu'il faut renouveler. Souvent pareil, c'est parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est créée. Donc ça veut soit pas forcément dire que tu vas pas forcément les perdre, mais que tu sois au courant qu'il y a un risque de les perdre, ou alors que tu demandes à ton prédécesseur de t'introduire pour sécuriser comme nous on fait sur nos clientèles d'expertise. T'as aucune sécurité, c'est pas parce que tu rachètes un cabinet que tu sais que le client va rester. Sachant que nos contrats, nous, c'est 1 an. Voilà. Mais si t'introduis bien et que tu fais bien ton job, tu vas le garder. Mais il faut que tu le saches. Donc il faut que tu vérifies que tu es indépendant, et en tout cas il faut que tu aies ces informations-là pour vérifier la valo. Il y a aussi il me semble qu'il y a aussi tu sais, tu peux te renseigner sur les prochaines installations autour. Voilà, t'as des suivis. Après, ce que ça vaut pas, parce que l'ARS te donne pas toujours toutes les infos. Mais au moins, ça te permet, je pense que c'est important aussi quand tu es dans des zones qui bougent beaucoup, où tu as des constructions de grands environnements, de choses comme ça. Vérifie que tu n'as pas des cellules qui vont s'ouvrir, des risques de transfert de pharma. Ça, c'est indispensable pour valider ton projet. Mais pareil, tes évolutions de chiffres, par exemple, tu vois, le chiffre évolue, mais c'est incompréhensible, tu fais un plus 20. Sauf que pourquoi tu fais un plus 20 ? Parce que la pharma d'en face, le titulaire vendait ou est parti à la retraite. Dans une période qui a duré 6 mois. Voilà, sauf que c'est des petits jeunes qui reprennent derrière et qui ont déjà validé le transfert dans 3 fois plus de surface. La pharma à laquelle tu t'intéresses, alors je dis pas que forcément il y a que les mastodontes qui survivent, mais bon, ça devient un peu plus risqué, donc tu fais attention à toutes les fluctuations, tu essayes d'avoir les informations, normalement par le vendeur, par le transact, parce qu'il est censé être quand même neutre, et puis sinon tu vas un peu voir à l'urbanisme ce qui se passe sur la mairie, voilà, sur les eux, ils vont te le dire. Tu le sauras, tu auras des infos. Mais bon, après sur le chiffre, je te disais, ça a beaucoup fluctué. On en a un peu parlé, les médicaments chers. Oui. Tu fais très très attention aux médicaments chers. Les médicaments chers, tu sais, c'est ces produits qui, en pharmacie, tu es en marge dégressive lissée. C'est ça. C'est génial à expliquer, c'est top, mais il faut les juste... MDL. Au-dessus de 1930 €, tu gagnes 0. C'est ça. Voilà, pour faire simple. Au-dessus de 1930 €, tu gagnes 0. En dessous, tu gagnes pas grand-chose. Et donc, si ton chiffre, c'est ma vidéo d'aujourd'hui que j'ai publiée, si ton chiffre, il fait un plus 15, plus 20, alors que c'est que des produits chers, ta renta, elle suit pas et ta marge va s'effondrer. Donc, il faut que tu fasses très attention à ça. C'est une des rares fois que une augmentation du chiffre n'est pas forcément un bon... Alors, c'est toujours un bon indicateur. Parce que, mine de rien, même si ta renta relative est pas très bonne, tu as une renta qui est correcte. Par contre, tu arrêtes la valo en chiffres. C'est ça. Tu fais de la valo sur la renta. Voilà. Si ton pourcentage de chiffre d'affaires est... en fait, tout le reste, tu es entre 28 et 30%. Alors, en fonction de ta typologie de pharma, tu es entre 28, parfois tu dépasses 30, mais en moyenne, tu es à 28-30% de marge. Sur ces produits-là, tu tombes à 4 ou 5. Donc, tu dilues totalement ta marge. Si c'est on va dire vraiment quelques produits comme ça que tu vends, c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. De toute façon, ça fait partie du truc. Ça fait partie du jeu, c'est un peu le monopole quand même, donc c'est aux pharmaciens de délivrer des médicaments. Par contre, si ta progression de chiffres n'est que comme ça, ou si elle est cannibalisée par du médicament cher, c'est-à-dire que ça cache en fait une perte de chiffre sur le reste, c'est pour ça que depuis très très longtemps maintenant, c'est indispensable, tu arrêtes la valorisation au chiffre d'affaires.
Le pharmacien réfléchit toujours en valo de chiffre d'affaires. Mm. Ça, tu lui enlèveras pas. Par contre, tu back derrière par une valo en EBE, maintenant en marge brute. Tu as vu les derniers chiffres interfimo. Oui. Tu as toujours la valo chiffre d'affaires, mais pour la simple et bonne raison que beaucoup des pactes d'associés sont toujours basés, sur le chiffre d'affaires. Donc, tu ne peux pas l'enlever. Et je te le dis, les anciennes générations ne parlent qu'en valo de chiffre d'affaires. Oui. Par contre, derrière, tu back. Tu es à 6 fois, 7 fois le BE, tu es à 2 fois, 3 fois la marge, et tu vérifies comme ça que tu es cohérent. Déjà dans les grandes lignes, tu sois cohérent. Voilà, oui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, en moyenne, marge brute, on est sur du 28-30. Oui, voilà. Sur marge commerciale. Ouais. Voilà, 6-7 fois le BE. Donc déjà, si tu back ça, plus le chiffre d'affaires, on commence bien. Bah, souvent, tu fais une petite moyenne des trois. C'est ça. Voilà. Tu enlèves tes produits à 1930, tu gardes ceux d'en dessous qui sont... Donc, 1930, c'est les onéreux. Ouais. Tu gardes les chers. Parce que tu peux pas les enlever totalement, il y en avait avant, hein, donc tu les gardes, tu mises un peu sur... Et s'ils sont là, c'est pour une raison aussi. Oui, non, mais après tu rends un vrai service, pharmacien, avec tes produits chers. Vraiment, moi, ma politique, à part dans les centres co, ça n'a jamais été de ne faites pas de produits chers. Ah non, de toute façon, on est obligé, enfin, ça fait partie du truc, oui, mais dans l'analyse... Mais regarde un centre co, tu vends ton produit, tu as 4% ou 5% de marge. Souvent, tu as du variable en centre co. Si ton variable, il est à 4 ou 4,5, en fait, la marge que tu gagnes, tu l'as. Et encore, il faut que tu sois à 4 de marge. Parce que sur les boîtes qui sont à 10 ou 15 000, tu es en dessous de 4% de marge. Donc, en fait, ça te coûte plus cher de le vendre, que de dire non, là, je peux pas. Et en plus, des fois, en fonction du prix, et il y a ça aussi qui joue en fonction du prix du médicament. Ça peut te faire passer un seuil de chiffre d'affaires. De variable, ça te déclenche. Et ouais, qui fait que peut-être que d'après les normes, machin, il faut que tu embauches. Alors ça, maintenant, ça a été... Les 1930, ça a été exclu. C'est-à-dire que parce que tu dois embaucher un pharmacien par tranche de 1,3 million de chiffre. 1,3 million, oui. Et c'est 1,3 million hors produit onéreux. Mais en dessous, tu en as quand même où tu n'as pas des marges énormes. Mais par contre, sur des loyers, ça peut te faire passer des tranches de loyer. Oui. Et donc là, de toute façon, les renégociations, elles vont forcément tomber parce qu'il y a un moment, tu ne pourras pas... le pharmacien, il a envie de faire son métier. Et il ne va pas s'empêcher de rendre service. De ne pas vendre un médicament onéreux. Même pas vendre, c'est juste de rendre service parce que c'est la personne qui les prenne. Les médicaments onéreux, c'est parce que c'est des traitements lourds. Il n'a pas le choix. Voilà. C'est des traitements lourds. C'est pas j'ai acheté la dernière crème pour me faire plaisir. Et encore, le plaisir est très important dans la santé. Mais le médicament cher, c'est parce qu'ils en ont besoin. Donc là, vraiment, la question des centres co, la question, ça va être comment tu abordes le bailleur et comment tu renégocies avec ton bailleur. Et bon, ça, nous, on est assez armés pour ça, tu vois, c'est ce que tu fais, tu vas négocier, tu vas t'expliques pourquoi au bailleur avec des chiffres financiers. Alors que le pharmacien, il va parler avec son cœur, et toi, tu vas juste expliquer que ça, en fait, ok, il y a du chiffre, mais... Non, mais je t'explique juste pourquoi je peux pas te le payer, parce que c'est pas possible, en fait, tu me coûtes de l'argent, donc je peux pas te le payer. Non, mais la plupart du temps, ils ont l'oreille là-dessus. Du coup, on est passé à la marge. Je suis passée au deuxième indicateur. C'est ça, on est passé à la marge. Donc, impact des produits chers. Ouais. On fait des produits chers, mais par contre, il faut bien baquer. Il faut les sécuriser. Voilà, les sécuriser. Baquer, vérifier l'impact que ça a sur sur l'analyse globale. Pareil, produit cher, tu fais attention au stock. Au moment où tu rachètes le stock, alors maintenant, tu sais, tu as les grilles inventoristes. Oui. La plupart du temps, ils rentrent, ça y est, ça fait 1 ou 2 ans, ils commencent à rentrer on ne surstocke pas les produits chers. Parce que normalement, tu ne stockes pas les produits chers. Mais il y a des pharmacies qui les stockent parce qu'ils veulent rendre service, le traitement, il est récurrent. Il est récurrent jusqu'à ce que le médecin le change. Et toi, tu ne le sauras pas. Donc, pour éviter de l'avoir sur les bras, tu ne stockes pas. Et chose que, en plus, tu ne peux pas le vendre, justement. Non, tu ne vendras à personne d'autre. C'est pour tomber sur quelqu'un qui a exactement le même traitement. Alors, ce n'est pas les boîtes à 2000, 3000, 4000, parce que celle-là, c'est des traitements qui peuvent être... Tu peux avoir 2, 3, 4 patients. Mais la boîte à 15 ou à 20 000, tu ne la traites pas. C'est très dur. Ils me le disent. Tu as un patient qui vient, tous les mois, il le prend et je suis obligée de lui dire « Attends, je te le commande et tu viens le chercher. » C'est triste à dire, il ne faut pas qu'il décède entre les deux. Non. Enfin, on parle quand même de maladies lourdes. Donc, voilà, donc tu as déjà un risque qui est lié à ton patient. Donc, tu fais attention à ton stock. Donc, dans les indicateurs, il faudra bien que tu prévois au moment de l'acquisition de dire attends, produit supérieur à 1930, moi, je ne les reprends pas. Donc, ça sera au prédécesseur de s'organiser pour ne pas avoir de stock au moment de la vente. C'est très important à baquer pour le stock. Ouais. Pour ne pas racheter quelque chose. Oui, de toute façon, tu ne rachètes pas ce qu'ils appellent les nanas ou les ne se faisant plus. Tu sais, les produits ne se faisant plus. Tout ça, ça,
Encore heureux, aujourd'hui, les inventoristes, ils sont regroupés sous différentes associations. Donc, tu as ANIP, ODIP, enfin, tu en as plusieurs, qui sont très carrés là-dessus. Donc, ça permet d'avoir des normes que tu appliques au moment des sessions des pharma. Et que tu es censé avoir appliqué aussi en dehors des sessions, parce que c'est bien quand ils font des inventaires avec des inventoristes plutôt que l'inventaire du LGO. Déjà, c'est une question que tu poses au moment de l'achat. C'est OK, ta marge, là, elle est bien belle, mais ton inventaire, il a été fait comment? Est-ce que c'est toujours le même inventoriste tous les ans, avec la même méthode? Ou est-ce que tu m'as fait une fois un inventoriste, une fois un informatique, une fois... Voilà, parce que ça n'a pas la même... Et en plus, on en refait un aussi on en refait un. Mais déjà, tu bacs déjà ce qui a été fait. Sinon, comment tu sécurises ta marge? C'est ça. Tu sais pas, parce que tes variations de marge, on va pas se mentir. Bon, tu as tes évolutions de chiffre, tu as tes évolutions d'achat, mais tu peux beaucoup jouer sur les évolutions de variation de stock. Et là, tu peux transformer, tu peux bien la maquiller, la marier, si tu veux. Le résultat avec la variation de stock. Voilà. Donc, il y a des spécialistes là-dedans. Il y en a qui sont spécialisés. Donc, une des questions, c'est, l'inventaire, est-ce que c'est constant dans la méthode et comment ça a été fait? Voilà. Je pense que c'est une question importante sur ta marge. Magnifique. Et après, donc, globalement, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de dire, donc, globalement, ça se vend combien? Alors, ça se vend, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça se vend, allez, on va être entre 2,5 et 3 fois la marge brute. Alors, la marge globale, c'est-à-dire la marge commerciale plus les accords de COP. Parce que pareil, les accords de COP sont vraiment à surveiller. Savoir est-ce que c'est un niveau normal ou pas, d'où l'importance d'avoir des experts comptables qui s'y connaissent, donc spécialisés. Est-ce que c'est pas des conditions déjà juridiquement, comptablement, est-ce qu'ils sont bien enregistrés, et puis surtout, est-ce que la personne a alerté le prédécesseur sur non, là t'es à 0,50, c'est pas possible, tu dois être à 1,5-2% minimum d'accord de COP. T'as 2,5-3 fois la marge. Je crois que c'est 6,2 la moyenne nationale Interfimo sur le BE. Alors après... en fonction de la taille, tu passes à 7. En fonction de là où tu es, il y a plein de paramètres. La région, ça change beaucoup. Et la typologie. Aujourd'hui, les centres co sont très demandés. Rural, un peu moins, même si je pense que rural, il y a des grandes choses à faire en rural. Parce qu'en fait, tu deviens territoire de santé. En fait, tu deviens le premier point d'accès à la santé. Donc, tu vas avoir la facilité, si tu fais bien ton métier, que tu médicalises bien ta pharmacie, tu vas avoir un vrai service que tu vas rendre et les gens vont venir chez toi. Donc, la valorisation, ça va te permettre de vérifier que le prix qui est attendu par le vendeur, qui est toujours négociable, le prix qui est attendu par le vendeur, il est cohérent. Voilà. Et puis après, le juge de paie, ça va être notre BP. Quand tu as fait ton prévisionnel, ça passe ou ça passe pas. C'est ça. Voilà. Ça passe ou pas. C'est surtout ça que je me dis. Parce que bon, OK, on a beau avoir tous les infos. Après, tu rentres tout ça. Est-ce que techniquement... Non, elle est peut-être pas pour toi. Tu n'as peut-être pas l'apport qu'il faut. T'as peut-être pas... Parce qu'au final, on dit toujours, quand tu valorises, là on parle de pharmacie, mais même de façon générale, ce que toi, tu pourras payer en fonction de ta situation. C'est ça. Parce que tu as l'apport, il faut que les banques te suivent. Il faut que, voilà. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et au niveau de la rentabilité... Alors, derrière, tu vois, du coup, là, on s'est arrêté, on a fait chiffre d'affaires, marge, tu descends un peu sur le BE, sur la rentabilité. Pour moi, il y a 3 gros points. Il y a ta masse salariale. Le nerf de la guerre. Tu les reprends. C'est ça. Le contrat de travail suit. Ouais. Donc déjà, tu vérifies, est-ce que, tout bête, est-ce que j'ai assez de pharmaciens? Les fameuses limites dont on parlait tout à l'heure, d'1,3 million, voilà, en fonction du chiffre d'affaires. Est-ce que j'ai assez de pharmaciens? Combien ils sont payés, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements sur la masse salariale dernièrement et les taux horaires ils ont augmenté, ils ont explosé. Mais ça vient aussi de la période Covid. En fait, il y a eu une raréfaction des diplômes. Du coup, ils ont été payés, surpayés, payés en effecteurs de tests. Donc forcément, payés en intérim. Il y a eu une sursollicitation aussi. Voilà, et donc on en a eu besoin. Et donc là, ça s'est calmé. Ça fait un an, une bonne année que ça s'est calmé. Enfin, ça s'est calmé, c'est pas redescendu. La pente s'est calmée. La pente d'augmentation s'est calmée. C'est pas pareil du tout. C'est comme le carburant, il monte, il s'arrête. Il descendra jamais. Tu sais, il y a un effet clapet, ça ne redescend pas. Et du coup, ça dépend aussi dans quelle région t'es.
Les régions où tu n'as pas beaucoup de diplômes, ça monte très vite. Tu as des régions, les régions de métropole, parisienne, Marseille et tout, où tu as quand même une question de comment tu vas te loger. Les coûts montent très vite. Quand tu es plus éloigné, tu as des coûts beaucoup plus raisonnables. Mais donc, ta masse salariale, est-ce que j'ai assez de pharmaciens? Est-ce que je dois embaucher potentiellement Est-ce que je dois embaucher direct? tout de suite ou pas? Oui, c'est ça. Et Est-ce souvent, que dès que tu rentres, j'embauche? voilà. Souvent, oui. Alors, Enfin, ou à l'inverse, est-ce que je dois me débarrasser de quelqu'un? C'est ça, parce que ça fait parce beaucoup. que, en fait, peut-être que le vendeur, il vend parce qu'il s'en sort pas. Et s'il s'en sort pas, c'est peut-être que la masse salariale confort, tu l'oublies. Ça, c'est un point, je pense qu'on aurait dû le dire au début, aussi baquer le pourquoi il le vend. Parce que des fois, tu as un peu un truc qui cache, départ à la retraite, ça c'est du classique, oui, mais parfois tu as beaucoup de ventes en pharma, donc il faut peut-être rassurer un peu tout le monde. Les ventes, c'est aussi parce que le métier de pharmacie est un métier de capitalisation. Donc tu achètes, tu fais fructifier, tu vends, capitalises et tu vends. Tu t'installes sur plus gros et tu fais comme ça. Y en a qui font qu'une seule pharmacie dans leur vie, il y en a qui en font 4 ou 5 dans leur vie. C'est des choix de carrière. Donc, rassurez-vous, il peut y avoir des ventes qui ne cachent rien. Mais en ce moment, tu as quelques ventes qui vont cacher des difficultés de trésorerie, qui vont cacher des petites manœuvres sur les tests. Donc, quand tu te fais rattraper par la CPAM, ça coûte cher. Sachant que maintenant, j'en ai vu passer des contrôles. Alors, les contrôles d'aujourd'hui, il y en a beaucoup sur les indus, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les indus, qui ne sont pas liés au test. Il y a une vraie question de est-ce qu'il n'y a pas un petit lobbying anti-pharmacien, parce que tu as quand même beaucoup de contrôles je vois, qui se déclenchent à 400-500 000 sur des pharmas où quand tu prends le temps, mais est-ce que le pharmacien a le temps? Quand tu prends le temps de répondre, tu descends à 2 ou 3 000. Mais moi, j'en ai des dizaines d'exemples comme ça, parce qu'ils ne lâchent rien et qu'il faut qu'ils reconstituent les dossiers un par un. Donc, je ne dis pas que tu vas lâcher, parce que 400 000, c'est une somme, mais quand tu es pharmacien seul, titulaire, que tu gères ton équipe, tes clients, ton point de vente, l'ARS, les gardes, les fournisseurs, les labos, l'expert comptable qui t'embête à récupérer les pièces. Scanne-moi le document. Donc, il y a un moment, t'en as peut-être un peu marre. Donc, l'indu de la CPF qui tombe, c'est un peu la goutte qui fait... Voilà. Et donc, tu reçois ça, tu dis, OK, je vais me battre, mais là, j'en ai marre, je vends. Donc, tu vois, ça ne cache pas forcément une malversation. Après, tu as des problèmes de trésorerie, ton PGE qu'il faut finir de rembourser, la période test où c'était un peu l'embellie aussi, parce que c'était énormément de boulot, mais c'était beaucoup de cash aussi. Est-ce que tu l'as bien géré? Est-ce que tu n'as pas pris en leasing la dernière voiture qui est sortie? C'est ça, alors qu'en fait, c'était parce que... il aurait peut-être mieux fallu le garder, le cash. Est-ce que ta distribution de dividendes n'était pas un peu trop élevée? Est-ce que tu n'as pas trop augmenté ta exceptionnel sur cette période. Donc, est-ce que tu n'as pas... Il faut peut-être un peu calmer, tu vois. Donc ça, il y a un moment où, oui, tu as très bien vécu. Tu te dis, bon, là, ça recommence à être galère. Je vends. Pourquoi je vends? Parce que je vais capitaliser, je vais tirer du cash. Soit je me réinstalle, soit je me réinstalle pas. Mais j'ai pas envie de me relancer dans les moments où je vérifie ma trésorerie tous les jours. Sauf que c'est comme ça que tu gères une entreprise. J'allais dire une pharma, mais une entreprise. En particulier une pharma. Mais oui, toute entreprise. Tu es censé... Et puis quand tu as beaucoup de trésor, la question c'est, est-ce que j'ai fait mon OBO parce que j'ai tiré mon cash? Est-ce que j'ai fait ma croissance externe? Tu n'es pas censé avoir de l'argent qui dort sur un compte. Est-ce que c'est du vrai cash qui est là? Est-ce que je vais le conserver? Est-ce que c'est pas mon délai de règlement fournisseur? Parce que ma CPM, je l'ai eu sous 4 jours. Je règle dans 45 jours. Quand ça tombe après l'été... Tu reçois le bilan, tu vois 3 millions de trésors. Tu regardes les comptes... Ouais, j'abuse, mais tu regardes les comptes fournisseurs, tu te rends compte qu'en fait, il en doit 4. Voilà, donc bon... Alors celle-là à racheter, tu t'inquiètes un peu. Celle-là à racheter, tu t'inquiètes un peu. Parce que je me dis que bon, le gars, s'il rembourse... Non, mais... C'est pour ça que tu fais très attention même à l'analyse, pas juste chiffre d'affaires et marge, mais même si tu te dis je transfère, je change tout. Moi j'ai l'habitude de leur dire vous ferez mieux, c'est sûr. Parce que bon, c'est ta l'ego, tu rachètes, non mais moi je ferai pas comme ça. Ouais. Oui, mais tu feras différemment. Par contre, c'est des informations à récupérer de ton prédécesseur. Sa masse salariale, par exemple, de toute façon tu la récupères, t'en hérites. Est-ce que j'ai quelqu'un qui part à la retraite dans pas longtemps? Et est-ce que c'était pas le bras droit et le pilier de la pharma? Est-ce que c'est pas une personne qui est là depuis 30 ans? Et comment je fais? Et combien ça va me coûter? Parce qu'elle part dans 1 an, 2 ans. Voilà, alors on a de la chance, la convention collective est pas trop méchante sur la pharmacie, mais et puis surtout, est-ce que ça va matcher avec toi? Parce qu'elle est là depuis 30 ans, elle gère, c'est sa pharma.
Toi, tu arrives, tu veux changer des choses. Si tu pars au clash, Ça, c'est plus le départ volontaire, c'est la mise à la retraite. Un vrai sujet. Et là, ça fait mal. Un vrai sujet de la pharmacie que j'ai accompagné récemment. J'ai passé, je crois, 50% de mon temps à dire à la personne, attention, ok, c'est bien, on a tout baqué, le chiffre, le truc, on s'est assuré que tout va bien. Mais par contre, le relationnel, avec une personne qui est là depuis 15-20 ans, il faut vraiment que tu fasses attention parce qu'aujourd'hui, t'as beau avoir toi le diplôme. Elle te peut monter l'équipe contre toi. C'est ça. Elle peut te monter ou à l'inverse, ça peut être vraiment ton bras droit. C'est ça. Donc, mais tout va se jouer. Attention parce que toi, tu viens d'arriver, elle connaît la pharmacie plus que toi, les clients, enfin les patients. Donc, bon. Je dis client aussi. Politiquement correct, ça marche pas toujours. Donc attention, elle connaît mieux les patients que toi. Voire même, tu as plus à apprendre sur le fonctionnement. Sur les médecins, les prescripteurs. Oui. Mais si ça part et qu'elle te prend en grippe, ça peut être très compliqué. Et pour sortir et mettre fin à la relation de travail avec une personne qui est là depuis 30 ans, c'est un bon billet à mettre. Parce que tu peux partir en rupture conventionnelle, tu as des moyens de le faire. Il faut qu'elle accepte. Mais les relations elles peuvent être quand même très très tendues. Donc tu regardes un peu tout ça, les anciennetés, et comme pour le chiffre d'affaires, tu n'as aucun red flag. Quelqu'un qui est là depuis très longtemps, ça montre qu'il n'y a pas de turnover, que l'équipe est stable, mais en même temps, il va falloir séduire cette équipe-là. Donc c'est important aussi qu'avec ton prédécesseur et le vendeur, ça se passe bien, parce qu'il va falloir qu'ils t'introduisent dans l'équipe. Que tu rencontres les équipes, que tu as eu quelques temps pour rencontrer un peu les patients, prendre un peu tes marques. Je pense que c'est important. Voilà. Puis parce qu'une pharma, ça vit, ça a un cœur, ça vit. Donc il y a autre chose sur la masse salariale, tu fais attention aux gens qui délivrent sans diplôme. Voilà. Il y a quelques aides préparateurs, qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Parce que ça fait 15 ans qu'ils le font ou 20 ans qu'ils le font. Et en plus, je vais me faire taper dessus, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils le font mal. Voilà. Mais si ça se trouve, c'était la personne préférée. C'est ça. Alors après, tu prends ton risque ou pas, mais que tu sois au courant. Parce que si tu le découvres, parce que tu peux pas, en fait, s'il y a la preuve que tu étais au courant, donc j'en sais rien, la présentation de l'équipe et tout, tu pourras pas lui dire après, mon gars, stop, en fait, t'as pas le droit de... Ou je te licencie parce que j'apprends que tu n'as pas le diplôme. Mais tu le savais. Donc c'est plus un licenciement pour ça faute. Aussi, ça joue. Voilà, donc ça joue. Alors voilà. C'est juste d'avoir les informations. Donc, tu poses la question. Parce qu'en plus, ça peut être aussi des fausses déclarations du vendeur. Tu vois un aide préparateur, est-ce qu'on est bien d'accord qu'il ne délivre pas ? Non, il ne délivre pas. Donc, tu fais en sorte avec ton avocat que ça soit noté, que seuls les salariés diplômés délivrent. Le but, c'est pas de rentrer dans des due deals à la start-up ou aux sociétés du CAC 40. Mais en fait, c'est de te sécuriser derrière. Donc, tu as ça. Renta, tu m'as dit. Les leasings. Les leasings. Alors, plus généralement tous les contrats, mais les leasings. Parce que les leasings, c'est des engagements qui peuvent être assez lourds. Qui sont longs surtout. Longs et lourds. Donc, tu vérifies ce que tu reprends et que tu ne reprends pas. Alors, ça dépend de ta position de force au moment de la négo. Mais la voiture déjà, normalement, souvent, il va partir avec. Mais la voiture de tourisme pour les livraisons, il se peut que tu la gardes pas. J'en sais rien, moi. Il a tout Tiguan avec la TVS, je sais pas combien. Et si en plus c'est pas une hybride, tu sais, voilà. Donc tu oublies. On va éviter. Les écrans. Combien il a mis d'écrans dans sa pharmacie et combien t'en reprends? Est-ce que tu les reprends? Et si tu les reprends pas, c'est-à-dire que lui va devoir le supporter, donc ça va venir en moins de son prix. Donc la négo, c'est tout de suite. Les copieurs, les télésurveillances, les appels, les télécoms, les TPE. Quelqu'un qui signe vite, il peut avoir 4 comptoirs 10 TPE. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter. Tu vois, tu arrêtes l'hémorragie. Tu les contrats, tu regardes ce dont vraiment tu en as besoin ou pas. Au moins, tu regardes la lettre de mission d'expert comptable. Aussi. Il faut quand même dire, il y a un moment, je veux bien qu'on rachète les titres de la pharma, mais c'est moi qui t'accompagne. Donc, tu imposes que dans le compromis, il fera son affaire de mettre fin à la mission. Alors, c'est pas pour en sortir un confrère. C'est juste que il faut que ton client, il s'attend à ce que c'est toi qui l'accompagne. Et gérer une sortie de l'aide de mission,
Parce que, alors, tu vois, moi, je pars du principe que tu accompagnes un client quand il te fait confiance, à partir du moment où c'est plus ton client. Mais tu sais que moi, il y en a qui ont été très étonnés parce qu'ils ont racheté une pharma, il n'avait pas dénoncé, il m'appelle et je dis, non, mais ça me paraît normal. Mais non, la mission, oui, mais toi, ça te paraît normal. Je peux te dire qu'il y a certains de nos confrères, ça leur paraît pas normal du tout. C'est-à-dire que j'applique les pénalités et c'est au repreneur de les payer. Donc, c'est pas notre façon de voir le métier, mais bon, il y en a, ça reste leur façon de voir. Tu sais, moi, je suis toujours parti du principe, je me suis installé il y a 1 an et demi. Bon, ça fait pas longtemps, je crois que j'ai déjà perdu 1 ou 2 clients, mais je suis toujours parti du principe que, là je parle hors pharmacie, non, mais je pars toujours du principe qu'un client qui veut partir, il part. Mais tu le retiens. Pourquoi faire c'est comme dans un couple, il veut partir. C'est ce que j'allais dire, tu retiens pas ta femme si elle veut partir. Alors tu peux faire des efforts. Voilà. Tu peux faire des efforts, mais non. Le client, il veut partir. Mais surtout, t'imagines la confiance qu'il faut parce qu'il te confie sa vie pro, qui a quand même un gros impact sur ta vie perso. Donc on va dire, déjà, il te confie sa vie pro. Tu vas faire quoi? Le forcer à rester? T'as envie de partir, il n'y a pas de souci. Tu pars proprement. Tu appelles le confrère, vous discutez, tu le reprends quand. Proprement, tu mets pas de... Tu fais ça dans les règles. C'est pour ça que c'est bien de le prévoir en amont. Mais comme un contrat de groupement. Ah oui. Tu as des pharmas qui sont groupés. Il faut sortir. Si tu regardes, en fonction des contrats, tu as parfois des fenêtres de sortie. Lisez les CGV. Ça aussi, j'ai un peu de mal. Tu retiens pas quelqu'un contre son gré. Contre son gré, il bon, veut pas. Il y a des contrats qui sont, il y a des contrats, il faut être dans la triennale pour sortir. C'est pire qu'un bail, pour sortir avec des pénalités. Et ça, c'est quand tu n'as pas de clause de préemption du groupement. Mais le groupe, on n'en a pas parlé tout à l'heure sur la marge, mais le groupement, c'est aussi à regarder. Quel impact? Tu as des groupements qui sont très très bons sur les conditions commerciales. Par contre, est-ce qu'ils vont accepter de te garder? Parce que, mettons, là on parle d'un primo-accédant, mais tu parles de quelqu'un qui a plusieurs pharmas. Tu as des groupements qui n'ont pas envie qu'il y en ait un qui a un pied chez eux, un chez le concurrent, parce qu'ils sont sur la même typologie de groupement. Et ça, je comprends, tu vois, de dire, donc tu vas perdre ton groupement. Alors, quel est l'impact qu'il y aura sur... Combien tu vas perdre en marge? Sur ta marge. Tu as des groupements qui ne sont pas forcément des réseaux. Je suis très réseau dans la logique, je suis très donc je suis très dans la logique réseau. Tu as des groupements qui ne t'apportent pas forcément beaucoup d'avantages commerciaux. Le fait de changer de groupement ou de passer dans une coopérative, un réseau, des choses comme ça, ça va peut-être te permettre d'améliorer la marge. Tu vois, tu as toujours des côtés positifs, axes d'amélioration, des côtés négatifs. Mais il faut que tu le saches, parce que si tu te dis, puis même quand tu vas déposer ton dossier à la banque, c'est bien de dire, regardez, je vais passer dans ce groupement-là, qui est un groupement connu, qui va m'apporter ça, je sais que je vais m'améliorer sur mon répartiteur, mon génériqueur, mes achats, parce que tu n'as pas le temps de tout faire. Enfin, vraiment. Déjà, nous, on n'a pas le temps. Eux, en plus, il faut qu'ils gèrent la vie et la santé de leurs patients. Donc, ils n'ont vraiment pas le temps de tout faire. Donc, tu te fais accompagner. Donc, tes contrats, donc leasing et les autres contrats, et tu as ton bail. C'est le plus important. Un des points les plus importants. Ta licence, elle est attachée à un local. À un bail, Si tu perds ton bail ou si les conditions ne sont pas très, très bonnes, ça devient compliqué. Donc, tu vérifies ta situation. Est-ce qu'on peut faire un petit focus là-dessus? Mais bien sûr. Parce qu'il y en a qui sont complètement perdus, ils viennent, ils savent pas c'est quoi un bail, quelles sont les conditions, enfin de façon générale. Si tu reprends, qu'est-ce qui peut se passer ou pas, quoi? Alors, déjà, le bail suit le fonds de commerce. Donc, tu reprends, dans ton fonds de commerce, tu as ton droit au bail. Oui. Donc, ça suit. Donc, ça, tu reprends. Par contre, tu reprends exactement les mêmes dans les bottes de ton vendeur. Donc, tu as intérêt, enfin, déjà, tu demandes le contrat de bail dès le départ, et tu vérifies tes triennales. Donc, est-ce que tu as encore le temps de voir venir ou est-ce que tu es au moment du renouvellement? Parce que souvent, c'est des baux commerciaux la plupart du temps. Donc, c'est 3, 6, 9. 3, 6, 9, oui. Et si tu es à la 9e année, risque de déplafonnement parce que tu n'es plus à la valeur locative. Donc, tu as un risque d'augmentation. Alors, ce n'est pas automatique, mais tu as un risque d'augmentation de ton loyer. Il faut le peser. Quand tu as des gros changements de la situation locative parce que tu as eu des grosses évolutions, est-ce que tu es bien couvert par le Pinel et les 10%? Voilà, donc ça, tu vérifies, tu fais lire par ton expert comptable, tu fais lire par ton avocat, mais au moins, tu t'inquiètes de ça. On parlait des centres co. C'est génial. La pharma, super, moi, je vais faire un plus 10, plus 15, plus 20. Ce que je n'avais pas vu, c'est que mon plus 15, plus 20, il déclenche mon variable. Donc, en fait, là où j'avais un loyer qui était modéré, je passe à un 4-5%. Je passe à beaucoup plus parce que j'ai fait plus de... Donc, du coup, ma renta, c'est peut-être pas plus 15 qu'il faut que je fasse, c'est plus 20 pour l'absorber. Voilà. Non, mais tu as les il y a beaucoup de particularités sur les centres co. Les baux de centre co, c'est très particulier. Souvent, tu prends du ferme. Mais vraiment,
évidemment. Tu abandonnes des triennales, donc tu es sur une période qui est longue. Tu as des exclusions, tu as des charges locatives, tu as des honoraires de gestion à calculer en plus. Enfin, ton coût, c'est pas celui où tu vois l'article loyer. Hein. Tu rajoutes toutes les clauses qui sont derrière. Bon, c'est bien. Hein. Moi, voilà, donc il ne suffit pas d'avoir le local, baquer aussi le bail commercial, parce qu'il suit le fonds de commerce. Vérifie aussi le vendeur. Est-ce que le vendeur n'est pas ton propriétaire ? C'est ça. Voilà. À combien il fixe son loyer ? Est-ce qu'il ne va pas juste re-signer son bail avant de vendre ? Donc, tu vois, il y a des choses où t'en parles. Est-ce qu'il te met dans les mêmes conditions qu'il s'était mis ? Voilà. Est-ce qu'il ne change pas quelque chose juste avant ? Non, le bail, c'est très, très, très important. Et tu as des loyers quand même. Enfin, ça aussi, il faut qui pèse. Et donc, après, ton emplacement, il est primordial. C'est-à-dire, ton emplacement est ta surface. Aujourd'hui, dans une pharma, tu as besoin d'une surface parce que tu as des missions complémentaires. Tu le sais, les entretiens pharmaceutiques et tout ça, tu as besoin de place pour les faire. Et puis, c'est pas juste un comptoir et tu vends, quoi. Non, tu as besoin de confidentialité, et puis tu as besoin d'exposer les produits. Aujourd'hui, tu sais, tout à l'heure, tu as fait le lapsus en me parlant de clients. Mais moi, j'ai l'habitude de leur dire, arrêtez de croire que la personne qui rentre chez vous, 1 minute avant, elle n'était pas chez Sephora, à la boulangerie, où tout le monde les matraques de market. De market, de pub, donc, de trucs. Pourquoi est-ce que nous, parce qu'on est dans la santé, on n'aurait pas, c'est même pas le droit, c'est qu'en fait, ils sont habitués à ça. Donc, ça ne veut pas dire leur vendre des choses dont ils n'ont pas besoin, mais ça veut dire aussi expliquer à une jeune femme qui est atteinte d'un cancer que oui, chez nous, tu as l'écoute, c'est l'entretien pharmaceutique, tu as l'écoute dont tu as besoin et on va régler tout. On va essayer de t'alléger du maximum. Donc, oui, tu auras le traitement dur. Mais si tu veux rester coquette et avoir les produits dermato pour pas juste qui traitent le problème, mais qui te permettent de garder, de te sentir bien, de te faire les ongles si tu as envie de faire les ongles avec des produits où tu risques rien sur la chimio, de te maquiller si tu as envie de te maquiller. Bon, je prends l'exemple des jeunes femmes parce que ça me parle un peu et que j'aime bien tout ce qui est derme. Mais aujourd'hui, tu as des marques qui ont fait un travail là-dessus qui est exceptionnel parce que tu as besoin du mental. Et en plus, le choix, il est vite fait entre 2 pharmacies ou, si on reprend le même exemple, tu viens, tu achètes ton truc, bonjour, au revoir. Et là où tu rentres avec une surface où tout est bien propre, mis en place, c'est tu propre, te sens on t'explique, on te propose que, en plus de ça, tu pourrais prendre ça. Mais regarde, le pharmacien... tu me dis que t'as deux enfants. T'as 2 enfants. Oui, tu vas voir le pédiatre. Mais le pédiatre, le pauvre, il y a du monde, tu vois. Déjà, donc, en fait, dès que tu as une petite question pour avoir ton rendez-vous, tu vas essayer d'aller voir ton acteur de santé un peu plus disponible et tu sais que proche qui peut te répondre maintenant. Voilà. Et du coup, tu vas aller poser la question. Alors que si c'est plus compliqué, tu vas aller voir ton pédiatre, mais il faut qu'il soit disponible. Et ton pharmacien, tu vas pouvoir poser mais même des questions qui peuvent paraître un peu bêtes que tu n'as pas envie de te dire, je vais prendre rendez-vous chez le médecin pour ça, et tu vas juste poser une question. Mais même parfois, c'est des interactions médicamenteuses ou cosméto. Est-ce que je peux mélanger ces 2 crèmes ? Voilà, j'ai un traitement lourd pour ce type de maladie. Est-ce que j'ai le droit de prendre ça en plus ? Femme enceinte, est-ce que j'ai le droit de prendre ce produit-là ? Première question. Voilà, mais t'en as. Je suis enceinte, est-ce que je peux ? Oui, non. Est-ce que je peux continuer mon complément alimentaire tu sais, pour mes cheveux, ça. Mais les gens, ils vont te dire, non, mais celle-là, elle est superficielle. Non, en fait, tu te rends pas compte, c'est ton quotidien. Et ton quotidien, ça peut participer à ta bonne santé. Voilà. Ouais. Et donc, c'est important. Ensemble. Voilà, c'est un ensemble. Donc, c'est important pour ça. Maintenant, on va passer au bilan. Ouais. Donc, tout ce qui est engagement, les créances, provisions, dettes fournisseurs, enfin, vraiment le haut de bilan. La pharmacie que tu as accompagnée, c'était un rachat de titre ou un rachat de fonds ? Fonds de commerce. Donc, le bilan, tu peux te dire, et t'as certains qui te disent, oui, on s'en fiche, c'est pas grave. Sauf que non, parce que moi, je pense que ça a beaucoup d'indications. Tout à l'heure, on parlait de pourquoi il vend. Parfois, dans la lecture de bilan, tu t'en rends compte. Il y a des tensions de trésor, il y a des provisions pour risque, il y a des comptes 467. Mais ne plus savoir qu'en faire. Donc, pour les non-avertis, le 467, c'est un peu la poubelle. Voilà. Moi, je l'appelle le compte poubelle. T'as bien fait de me reprendre parce que moi, on se comprend. Voilà. 467, c'est les blagues de comptable. C'est ça. Moi, je prends un bilan. Il me dit, je veux racheter ça. Je prends le bilan.
je vois un compte 467, déjà, je me dis... Alors, après, Après, il c'est peut pas forcément- s'expliquer. oui. Il peut s'expliquer. Tant que ça s'explique, Mais c'est tout bon. s'explique. Mais en Tout- fait, voilà. Donc, tout- un tant que compte ça s'explique, 467, ça peut être un compte poubelle. Ça peut être un compte poubelle, Parce ça qu'il peut y a être... de l'argent qui est t'as sorti, qui est nettoyé, rentré, mais... il a financé quoi? Bon, c'est voilà. ça. Alors, même si tu rachètes un fonds, il faut absolument que tu aies le détail du bilan Oui. et que tu puisses poser des questions. Mais pourquoi? Parce que, par exemple, tu as une dette tiers payant, une créance tiers payant. Alors, Faut mieux que ce soit dans ce excuse-moi, Mathéa, juste... j'en avais fait un post, mais si on peut réexpliquer les grosses différences entre racheter un fonds sens-là. Et racheter les des titres. Racheter un fonds, c'est tu rachètes le bien principal de la pharmacie, Ton outil de c'est-à-dire ta travail. licence, Mm. ton droit au bail, tes salariés. agencements, tes salariés parce qu'ils suivent, tes contrats de leasing parce Oui. qu'ils suivent. Mais en fait, tu reprends, et ton stock. Oui. En fait, tu rachètes ton fonds, ton stock et tu as les contrats qui suivent. L'outil de travail. L'outil de travail. Et c'est toi qui constitues ta société pour l'exploiter. Racheter les titres, c'est que tu rachètes le sac qui contient ce bien-là Mm. et qui contient aussi tout le reste, dont les dettes de ton prédécesseur. Important à préciser, tu reprends les titres, donc tu reprends les dettes, les créances, et surtout la trésor. Donc parfois, en fonction de la situation, ça peut être bien ou pas bien. Voilà. Parfois, il faut même vérifier avec l'avocat avec qui C'est tu ça. bosses. Tu lui fais un petit rappel, tu dis prévois le niveau de trésor à la fin, ça serait pas mal. Que j'arrive pas avec un découvert ou pas d'argent pour payer la traite Ouais. du répartiteur qui tombe Qui le va lendemain. arriver le 5 Voilà, du mois. donc tu prévois, tu cales un peu. Mais du coup, quand tu rachètes les titres, tu rachètes ce qu'a créé le vendeur et la société et la façon dont il l'a géré. En fait, tu hérites de tout ça. Et donc, cet héritage-là, il faut que tu vérifies, comme quand tu as une succession, est-ce que tu le prends ou pas, l'héritage. Donc, parfois, il y a des dossiers où quand tu regardes la tête de la compta, tu dis à ton client, non, là, on n'y va pas. On rachète le fonds et on recommence sur quelque chose de propre. Pareil, c'est rare. Mais il y a quand même des fois où c'est bien pratique de recommencer sur quelque chose de propre. Parce qu'on parlait du stock tout à l'heure. Mais les variations de stock, les provisions de les dépréciations de stock, le stock une fois inventoriste, une fois informatique en cas de contrôle fiscal, tu as repris la société, c'est pour toi. Donc si tu as mal fait des clauses particulières dans le rachat de titres, du type garantie d'actifs et de passifs qui te couvrent un peu, c'est toi qui vas en remporter. En fait, tu prends vraiment l'héritage. Important à préciser, tu reprends la personnalité juridique. Tu reprends voilà, tout, tu c'est reprends toi. tout. Donc, c'est toi. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Demain, le contrôle, c'est la société. C'est les titres que tu as rachetés. Et tu vas pas pouvoir dire non, c'était pas moi, monsieur. Voilà. Non, mais c'est la société qui l'a fait. Donc, la c'est société, une personne morale. C'est toi qui en es responsable Oui, aujourd'hui. voilà. Donc voilà, donc tu rachètes les titres. Après, ça a des impacts sur comment tu valorises, comment tu finances et tout ça. Mais la grande logique, c'est tu rachètes la même chose mais différemment. C'est-à-dire que tu rachètes soit juste l'outil, soit tu rachètes la façon dont l'outil a été habillé et ce qu'il a produit sur les années précédentes. Donc tu as intérêt de vérifier. Voilà, l'historique. Tu as intérêt de vérifier comment ça a été produit. Donc les provisions, les dettes. Ouais, mais c'est pour ça que même si tu rachètes le fonds, c'est important parce que tu as des indications qui ne sont que sur la gestion du prédécesseur. Tu as des indications qui sont liées à la typologie de ta pharmacie. Donc, que tu ne peux voir que dans le si bilan, même si tu ne rachètes pas les titres. Voilà, même si tu rachètes pas les titres pour avoir des informations. Parce que des choses toutes bêtes, mais une caisse qui s'envole, comment tu rentrais les espèces, une créance tiers payant qui s'envole, est-ce que tout le chiffre qu'il te dit, oui, j'ai fait mes 2,5 millions là, de chiffres, attends, si rien n'est rentré, tu fais du chiffre, tu ne te fais pas payer par la CPAM. Est-ce que c'est du vrai chiffre? Oui. Est-ce que c'est pas... Voilà. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle la machine la machine à tiers payant? C'était le renouvellement des ordonnances un peu plus rapide que la et date que limite. tu n'encaisses pas. Toujours pareil. Ouais. C'est anecdotique le nombre de fois où ça arrive. Sauf que quand ça arrive à ton ça client... arrive, parce tu es bien emmerdé. Tout à l'heure, je t'ai dit, on ne fait pas des due deals de start-up ou de CAC 40. C'est un usage en pharmacie. Tu ne rentres... Il y a tellement peu d'offres sur le marché de pharmacies à vendre intéressantes que... tu dis pas oui attends laisse-moi un mois pour vérifier tout et après je te dis si je rentre en égo même en lettre d'intention et tout parce que sinon t'as le copain derrière qui va dire attends moi je te la signe ton offre demain c'est signé on rentre en égo exclusif donc il y a un moment où ta balance risque que je prends et audit
Et bah souvent, l'audit, tu le fais assez rapidement. Et donc, en fait, de voir, par exemple, que ton chiffre d'affaires, il est à 2,5 millions, mais que tu as eu un mois de tiers payant dehors, alors que normalement, la CPM te paye en 4 à 8 jours. Quand tu as un gestionnaire de tiers payant, ça peut même être entre 2 et 4 jours. Ouais, Donc, dans la foulée, il y en a certains même qui te les avancent, mais on va rester à ce niveau-là. Il y a un problème. Pourquoi ton chiffre n'est pas rentré? Est-ce que c'est du vrai chiffre ou pas? Mais au moins, tu peux poser la question. Et si tu t'es dit, je rachète le fonds, je m'en fiche de ce qu'il a fait, bah, tu rates cette information-là. Donc, c'est important. Et après, je sais que des fois, le vendeur, pas qu'il ne te donne pas forcément le choix, mais en fonction de la situation de vendeur aussi, oui, mais parce lui, que des fois, il te dit, bah, tu rachètes les titres. Ah, mais oui, parce que mettons qu'il est énormément développé, il fait une grosse plus-value. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet qui se coule. C'est-à-dire que la fiscalité, tu payes une première fois la plus-value dans la société et quand tu veux récupérer le cash à titre perso, tu repayes, voilà, tu repasses à la caisse. Donc, mais c'est pour ça que je dis, quand tu as le choix, ça peut être encore intéressant jusqu'à fin 2025 le rachat du fonds parce que tu as la possibilité de l'amortir. Et encore, il y a des fois où tu n'amortis pas, même si tu as la possibilité de le faire. Attention, parce que ça y tes capitaux propres négatifs, faire attention, amortissement du fonds de commerce, c'est pas toujours intéressant. Enfin, voilà. Alors, c'est toujours intéressant à l'instant T. Ça peut être un peu moins intéressant dans 5 ans quand tu te dis ah merde, là je peux pas refinancer parce que la banque, voilà, j'ai un peu mangé tout ce que je pouvais apporter. Je peux pas faire de distribution de dividendes, je peux pas faire de réduction de capital. Donc en fait, tu te prives de certains outils. Mais il y a des moments où tu vas pas te priver de l'économie fiscale que ça représente. L'économie d'IS que ça représente, oui. Voilà, ça c'est un des arguments pour l'acquisition du fonds. L'autre argument, c'est pour faire plaisir à votre expert comptable. C'est quand même plus simple que de faire une fixation de prix définitif. Mais malheureusement, c'est pas l'argument principal que retiennent les clients. Ils te disent non, je veux bien te faire plaisir, mais bon. Donc on se retrouve à faire des fixations de prix définitifs qui sont des usines à gaz de temps en temps. Donc toi, alors que le fonds, c'est un peu plus... Le fonds, tu sais à combien tu rachètes, sauf en cas de dol, parce qu'il t'a menti sur le chiffre. C'est quand même assez rare. C'est quand même très, très, très rare. Et tu repars sur de bonnes bases. Et tu repars sur de bonnes bases. Mais il faut que le vendeur accepte de vendre le... Et toi, il faut que tu acceptes de l'acheter, parce que tu payes tes droits d'enregistrement par-dessus. Ça te coûte plus cher. Qui sont pas négligeables. Donc, c'est pas un rachat de titre. Non négligeable. Ce n'est pas un rachat de titre. C'est pas un rachat de titre optimisé en SAS. Donc voilà. Ça aussi, en fonction de la forme. Voilà, en fonction de la forme. Alors, Mathéa, on a bien avancé. Est-ce qu'on peut faire une petite synthèse avant de terminer là-dessus? Donc, le chiffre d'affaires. Ouais, primordial. Numéro 1. Numéro 1. Voir comment il est constitué, surtout. Exactement. C'est pas juste un chiffre qu'on balance. C'est voilà. Après, on a parlé de la marge. Ouais. Bien sûr. Médicaments chers, au-delà de 1930. Comment ton prédécesseur travaillait? Est-ce qu'il était bon? Va sur place et vérifie les prix. Toi, tu les connais. Quand tu es pharmacien, alors, si tu es primo-accédant et que tu sors de la fac, tu as peut-être fait t'es étudiant en pharmacie, mais tu as vu des produits, tu sais comment se situe une pharmacie. Est-ce qu'il vend cher, pas cher, adapté à sa CSP plus ou pas sur l'environnement? Est-ce qu'il a revu les augmentations de tarifs, ou est-ce que d'un coup tu vas devoir leur faire un plus 4, plus 5 euros sur un produit parce que ça fait des années qu'il n'a pas revu, qu'il n'a pas aligné, parce qu'il n'avait pas d'emprunt à rembourser, il s'en fichait, voilà. Non mais voilà, tout ça, ta marge, donc chiffre d'affaires, marge, rentabilité, renta indispensable, masse salariale, loyer, bien contrat, se couvrir, voilà. Bail, très important, et analyser le bilan. Et je pense que déjà là, même si tu rachètes pas le fonds, de toute façon tu les demandes. Dans tous les cas, tu les as et tu regardes. Tu demandes les 3 derniers bilans, tu regardes un peu la constitution du chiffre, des dettes, des créances. Parce que parfois, quand elle est bien remplie, c'est pas toujours le cas, mais quand elle est quand elle est bien remplie, tu as des infos que tu n'as pas forcément dans le détail, tu vois, qui te permettent d'avoir une deuxième vérification. Qui saute aux yeux. Voilà. Bah écoute, on a bien avancé et on arrive déjà à la fin de cet épisode. Écoute Mathéa, merci. J'ai pas vu le temps passer. C'était très très intéressant. Ouais. On s'est refait un peu un cours. On s'est refait un cas pratique. On est bon. J'espère que ça servira à beaucoup de pharmaciens. Moi, ça nous servira à nous. Voilà, tu vois, c'est bien. Tu vas faire rentrer le collab, on va regarder l'épisode. Tu sais, tu mets dans ton Notion, voilà comment tu travailles. Ça. Déjà, si tu bacs ça, c'est bon. C'est bon. Voilà, bah écoute, merci pour le déplacement. Et je me permets une petite digression. Tu m'as dit que tes déplacements d'aujourd'hui ne t'ont pas donné l'occasion de manger à midi.
Donc, ce soir, on va trouver un Merci. beau restaurant. C'est gentil. C'est gentil de penser à moi. J'ai pas eu le temps. Voilà, ben écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Une croissance pour Quercy? Ouais, alors, Comment tu... oui, une croissance parce que j'aime ces challenges-là. Après, de bien savoir prendre les virages de tous les challenges qui arrivent dans notre métier à nous. Et de bien accompagner nos clients pour leur challenge à eux. Ok, voilà. Donc, magnifique, c'est un très beau mot de la fin. Écoute, Parfait. je te remercie Mathéa. Merci à toi, on merci se fera une beaucoup. V2 bientôt. Avec plaisir, avec plaisir. Allez, à bientôt.